qu'il y a eu, à un moment donné, des problèmes de personnes. C'est ça qui m'a gêné. Parce que quand on évoque, je ne veux pas reprendre le nom de l'établissement, c'est une publicité qu'on lui fait. On va d'ailleurs en parler dans oui, un instant. Mais cela ressemble à des problèmes de personnes. Ce n'est plus totalement sain. C'est ça qui gêne dans ce tamis qui a été fait. Quand le tamis est fait et que l'on sent que c'est fait de manière objective et qu'il y a de l'objectivité tout au long du processus, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'il y a un grain qui se met dans l'engrenage, tout l'engrenage semble vicié. C'est ça qui me gêne dans tout le travail qui a été fait. Sinon, le travail fait nous permet de dire, voilà, présentement, on peut dire que les établissements privés d'enseignement supérieur au Bénin, on peut avoir confiance totalement que l'enseignement qui y est donné est à la mesure de tout ce qu'on attend de ce genre de lieu et que l'on peut remonter davantage la côte éducationnelle du Bénin, surtout sur le plan supérieur. Voilà ce que je pourrais dire. Maurice, t'entends un tamis rigoureux, un nettoyage apprécié notamment par Josué, mais est-ce que ce nettoyage est impartial? Est-ce que ça arrive au bon moment? Je vais commencer par répondre à votre deuxième question. Est-ce que ça arrive au bon moment? Oui, naturellement, parce que nous sommes tous conscients qu'il y a un problème dans le milieu. Parce que moi, j'ai été étudiant, j'ai fait l'université publique, mais j'ai vu aussi d'autres camarades des amis aller dans les universités privées, dans les établissements privés d'enseignement du supérieur, comme on les appelle. Et ce que je retiens essentiellement, c'est qu'il y a quand même un problème entre l'offre et ce qu'on apprend finalement dans ces établissements-là. Moi, j'ai connu des camarades qui n'allaient pas au cours, mais qui, à la fin de l'année, avaient le diplôme. Je connais des gens qui ont fait 3 établissements différents pour avoir la licence. C'est-à-dire, première année, il ne réussit pas, il passe à une autre université, et 3e année, comme ça. Et à la fin... Finalement, il s'achète le diplôme. Finalement, il s'achète le diplôme, il soutient du jour au lendemain. Donc, vous sentez qu'il n'y a pas de la rigueur là-dedans. Or, quand on parle d'université, c'est enseignement supérieur. Donc, on ne peut pas être dans un pays où les gens qui font l'enseignement supérieur sortent avec dans de pareilles conditions. Donc, le moment était venu de clarifier les choses, d'assainir le milieu. Est-ce que ça a été impartial? Je n'ai pas fait partie du comité de sélection pour savoir si tout s'est bien passé. Non, je ne suis pas cadre au ministère de l'enseignement supérieur. Alors, est-ce que c'est irréprochable? Pour le moment, vous avez vu, il y a des reproches qui se font. Maintenant, moi, personnellement, je ne veux pas rentrer dans ce type de débat. Ce que je retiens essentiellement, c'est qu'il y a des établissements qui ont satisfait aux exigences que l'État a imposées. Et c'est ça, c'est l'État qui décide. Et d'autres qui n'ont pas pu, qui ne sont pas parvenus. Et on a entendu même qu'il y a certains établissements qui n'ont même pas cru devoir présenter leur dossier. Donc, c'est ces gens qui eux-mêmes... Ils ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux, ils ne sont pas en règle. Ce que moi je retiens, et c'est ça qui me dérange un peu, c'est que généralement, chez nous, dans notre pays, on est conscient des problèmes dans certains milieux, dans certains secteurs. Et quand on s'y attaque, tout le monde commence en même temps à crier, à dire pourquoi, et voilà. Mais je pense que ce milieu-là... Mais en même temps, il y a tout de même, hein, et puis c'est ce qu'a relevé Ozia Sounouvou dans sa chronique, il y a des établissements, et pas des moindres, sur l'échiquier de l'enseignement supérieur au Bénin, qui ne sont pas autorisés ou qui ont encore des choses à reprendre, alors que ces établissements pensent être les plus sérieux sur le terrain, qu'ils officient depuis une bonne vingtaine d'années, et donc ils ont du mal à accepter ce qui leur est reproché aujourd'hui. C'est le fond et la forme. Ouais. Le chroniqueur a relevé le cas d'un établissement en particulier qu'on connaît.
et tout. Moi, je pense que à ce niveau-là, il vaut mieux que il y ait discussion, que chacun puisse, qu'on puisse s'entendre. Ouais. Aujourd'hui, que vous sortiez un établissement de cette taille-là du dispositif, il y a quand même un problème. On est tous d'accord. Mais cela ne veut pas non plus conférer à l'autre le droit de violer les règles. Moi, je ne sais pas comment ça ne veut pas dire que cet établissement aussi est exempt de reproches aux IAS. Il n'en a pas le droit. Aux IAS. D'accord, il n'a pas le droit et c'est pour ça que, à sa décharge, lui-même dans sa plaidoirie qu'il a rendue publique, c'est pour ça que je me suis permis d'évoquer le cas, pour essayer d'aller voir s'il n'y avait pas de faille dans ce tamis-là, salutaire du reste, pour toutes les raisons qui ont été évoquées par rapport des fois à une offre de formation douteuse. Il faut aller voir les chiffres du chômage, des profils qui sortent des établissements privés. Vous allez à l'ANPE, dans les tiroirs de l'ANPE, les 60%, d'accord, d'étudiants en demande d'emploi et qui viennent du privé, c'est au moins 60%. Et ça fait au moins 10 ans qu'ils sont là en attente de trouver un emploi. D'accord, non satisfaits, et dont les entreprises ne veulent pas. C'est un signe, d'accord, qui certifie toutes les analyses et tout l'hommage qu'on donne à ce travail des camarades. Ceci dit, nous ne sommes pas là pour faire le réquisitoire de tout le système de l'enseignement supérieur privé. Il y en a qui font certainement la gloire de l'offre de formation, de l'ingénierie de formation au Bénin. Et d'ailleurs, s'il n'y avait pas cette offre de formation privée, je ne sais pas comment l'État pourrait justifier son devoir régalien d'offrir le savoir de manière obligatoire et constitutionnelle aux citoyens. Je vais être précis et insister sur ma pensée. Il n'a pas été question pour moi, dans l'analyse que j'ai faite, dans cette faille que j'ai trouvée, à travers le cas Serco, de vouer aux gémonies le travail qui a été fait. C'est un travail salutaire. Je l'ai dit et j'ai rendu hommage à ce travail. Mais il faut faire attention, comme l'a relevé Patrick, pour ne pas tomber dans des questions subjectives, passionnelles ou des différends entre et peut-être des acteurs de part et d'autre, ou des questions, à la limite, j'allais dire même personnelles, qui vont déteindre sur un travail à caractère scientifique, objectif et national. Et dont dépend l'image du Bénin. Nous tendons vers ça. On tend vers ça, à condition que, et je vais espérer, que peut-être toutes les raisons avancées par le promoteur de cet établissement supérieur privé et dont la reconnaissance fait tâche à l'étranger même, et à travers plusieurs compétitions, je l'ai indiqué, académiques, de la NASA, y compris même de notre ministère numérique, de l'économie numérique. Donc, au fond, on ne peut pas dire que là, c'est n'importe quoi, que c'est la même justice. J'espère qu'il n'a pas totalement raison sur ce qu'il a avancé pour qu'une telle mesure ait été prise à son encontre. Ceci dit, il y a quand même une porte ouverte. Parce que si ce n'est que pour dossier incomplet ou peut-être insuffisant de signature ou d'authenticité de signature, il y a la possibilité. Mais disons-nous quand même un peu de la vérité. Nous sommes dans un monde moderne. Que nos instances de décision ou de délibération se modernisent aussi. Signature électronique, pardon. Ne faisons pas comme si on est loin du village planétaire où le monde évolue. Ça peut se comprendre dans plusieurs domaines. C'est comme quand vous allez à la SBE, on vous dit que c'est numérique, que vous pouvez acheter vos cartes. Mais quand vous allez, vous êtes toujours dans les rangs, comme tout le monde, pour acheter du crédit pour recharger votre compteur d'électricité. Sur ce cas précis. Je reprends vraiment à mon compte les explications de Osias sur la question. Bon, on ne peut plus ne pas évoquer le nom sur le cas Serco, parce qu'effectivement, un établissement de cette envergure-là, sur vous m'excusez du peu, sur de petites questions, comme des questions de papier ou de signature, sortir un établissement comme celui-là du système, je pense que ce serait quand même une erreur assez grave à commettre. Et puis, il ne faut pas seulement voir le Serco d'aujourd'hui. Il faut voir d'où est-ce que l'Institut est parti. Parce qu'il y a quelques années en arrière, quand personne ne voulait des admis comment on les appelait? Des admis non classés. Ceux qui n'avaient pas l'entrée en sixième. Voilà. Je pense que les portes de Serco là étaient grandement ouvertes. Il les récupérait tous, il les donnait
au moins une chance d'aller se faire former. Et à l'époque, personne n'y avait trouvé Josué, d'inconvénients. vous avez d'autant plus raison qu'au fond, ce n'est pas qu'ils ramassaient l'ivraie du système éducatif, non. Parce que des rangs de ces jeunes élèves-là, pris en charge, non classés, sont sortis des éléments brillants, très brillants, qui ont fait leur preuve. Exactement comme ça se fait dans les pays nordiques de la planète, les pays de l'Europe du Nord. C'est pourquoi je dis que ça va être une erreur de dire que sur des questions de papier ou de signature, on va en arriver à perdre un établissement. Je ne dis pas que l'établissement est en règle. Je ne veux pas jouer aux avocats, mais je pense qu'on peut lui donner une chance. Je le dis notamment en raison... a toujours exercé d'ailleurs ici. Toujours. En fait, c'est pourquoi je dis qu'il y a une constante dans l'action de l'établissement. C'est des gens qu'on volait d'une certaine manière ou qu'on excluait d'une certaine manière du système classique qu'il a récupéré, à qui il a assuré l'enseignement secondaire d'une certaine manière et à qui, après, on a assuré l'enseignement supérieur et peut-être d'autres se sont ajoutés. Donc, je dis, je laisse même tomber le palmarès de l'école, aussi bien au plan national, au plan régional, au plan international, par rapport à tout ce qu'on a pu, des étudiants ont pu engranger comme prix et tout. Et je pense que c'est d'abord l'actif de notre pays, c'est d'abord le Bénin qui est honoré. Donc, si tel est le cas, je pense qu'on peut quand même trouver. Et j'ai été sérieusement embêté par cette question-là, parce qu'à un moment donné, on a senti que c'était devenu une question de personnes. Il y avait un affrontement d'individu à individu qui semblait un peu l'emporter sur les résultats. De toute façon, ça, il faut pouvoir mettre de côté les passions et puis aller à l'essentiel. Dans tous les cas, le travail qui a été fait, c'est un travail à saluer. Ouais. Si l'établissement même a des choses à se reprocher, s'il y a des choses qui manquent, parce qu'au-delà de tout, on peut sortir chaque jour des étudiants qui vont prendre des prix au plan national ou international, mais si l'établissement n'arrive pas à se trouver une existence juridique qui vaille, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on puisse l'accepter sur la liste des épaisses. Allez, vous permettez qu'on passe au deuxième sujet. On a encore quelques petites 10 minutes que nous allons prendre pour évoquer ce sujet sur le code du numérique. Ma question, elle s'adressera forcément à vous qui êtes numérisés vous-même déjà. Alors, le code du numérique entre répression de la diffamation, on veut réprimer désormais tous ceux qui diffament, qui font de l'intox sur les réseaux sociaux surtout, mais en même temps, est-ce qu'en le faisant, on n'est pas en train de restreindre le champ de la liberté d'expression ? C'est une bonne question. Oui, je mets les pieds dans le plat directement et on y va. Oui, c'est quoi le domaine de la liberté d'expression? C'est de permettre à chacun de s'exprimer en toute responsabilité. Je pense que c'est ça. Ça, c'est une dernière partie que tout le monde ne voit souvent pas, parce qu'il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Aujourd'hui, et moi, je pense que ça a toujours été comme ça, c'est-à-dire si on n'a pas besoin d'utiliser Facebook, WhatsApp pour diffamer quelqu'un avant de se retrouver devant la justice. Donc aujourd'hui, c'est juste que ces outils qui facilitent les gens, ils ont l'impression d'être protégés par leur écran de téléphone portable, leur écran d'ordinateur. Mais est-ce que pour autant, ils doivent tout dire, alors que ce n'est pas le cas. Moi, je pense que si quelqu'un veut parler, si quelqu'un veut dire quelque chose, il faut qu'il puisse en assumer la responsabilité. Et donc, aujourd'hui, on a un code qui frappe directement tous ceux qui écrivent sur les réseaux sociaux et qui colportent beaucoup d'intos et tout. Ouais. Je pense que c'est une bonne chose et ça remet les gens devant leurs responsabilités. Et je ne crois pas que ça viole fondamentalement un droit fondamental qui est la liberté d'expression. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui souffrent de ces intos-là. Il y a beaucoup de personnes, parce que généralement, on attaque directement des individus, on dit telle personne a fait telle chose, sans que ça ne soit forcément vrai, vérifié. Donc, il faut que les gens... Il y a des gens qui vont continuer à s'exprimer parce qu'ils assument leurs responsabilités et ce qu'ils mettent, ils savent que c'est du vrai. Mais ceux qui vont faire de la diffamation, vous parlez bien de la diffamation, ils vont devoir répondre de cela. Et ça, il n'y a pas besoin de Facebook. Si vous insultez quelqu'un dans la rue, vous traînez devant la justice, vous allez répondre. Ouais. Josué Merenou. Pardon, Non, deux choses essentielles par rapport à ça. La première, comme le dit Maurice, c'est qu'il faut désormais que chacun soit responsable de ses actes. Il faut pouvoir répondre. Lorsque vous avez pris du plaisir à
vous amuser avec l'image de quelqu'un, à déblatérer sur quelqu'un comme bon vous semble sur les réseaux sociaux ou même en dehors des réseaux sociaux, je pense que la chose la plus facile à faire, c'est d'avoir le courage d'aller faire face à ces actes et d'assumer. Mais au-delà de ça, il y a un problème fondamental qui, selon moi, se pose, c'est qu'il faut essayer d'éduquer un peu notre population à l'utilisation des réseaux sociaux parce que, comme j'ai coutume de le dire, nous étions ici dans notre galère quotidienne quand la technologie nous est tombée dessus. Non, c'est sérieux. On n'a rien fait pour contribuer à ça, on n'a rien fait pour mériter. Nous sommes dans le monde de la globalisation. La technologie nous est tombée dessus et puis bon, on l'a ramassée. Et on ne sait vraiment pas qu'est-ce qu'il faut en faire. Donc les gens continuent de penser que dès lors que vous êtes tombé sur une image, le premier réflexe, c'est qu'il faut le balancer. Je ne sais vraiment pas quel est l'intérêt qu'on trouve derrière ça. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de course effrénée au partage et au sensationnel. Je ne sais vraiment pas quel plaisir il y a à partager l'image d'un individu comme vous. C'est-à-dire que, et puis attention, hein, on est en train de tendre vers on est en train de perdre toute notion d'humanité. C'est très grave. Justement. Lorsque vous voyez quelqu'un en détresse et que votre premier réflexe n'est pas de le sauver, c'est d'abord de sortir votre smartphone et d'aller piquer son image. C'est dangereux là où on va là. C'est une maladie en fait. Non, comme je le dis, parce que la technologie nous est tombée dessus, on ne sait pas ce qu'il faut en faire. Il faut éduquer les gens à savoir qu'est-ce qu'il faut en faire. Il faut leur montrer qu'ailleurs, les gens utilisent ça pour se développer. Que ce n'est pas un outil pour la distraction. Que l'Android, l'Internet, le digital, le numérique, ce n'est pas pour s'amuser. Ailleurs, les gens l'utilisent pour faire des choses magiques. On l'a dit tout à l'heure, on peut éviter de faire les rangs pour aller payer nos factures, on peut faire des paiements à la carte, on peut faire plein de choses, Mais franchement... Osias, vous faites la même lecture? Oui, enfin, ne désespérons pas du genre humain. C'est vrai, ce sont des inclinations propres à, c'est pas seulement les Béninois, les Africains, c'est partout sur la planète, on parle de fake news, il y a des gens qui considèrent l'Internet, l'espace Internet comme une zone de non-droit, pas suffisamment réglementée, puisque comme l'a dit Josué, c'est une technologie qui est venue par un saut terrible et qui nous est tombé dessus avec tout ce que ça comporte comme inclination à exprimer sa liberté, ses fantasmes. Mais cette infection numérique transmise par Internet n'est pas fatale. On peut en guérir par l'éducation, mais également par, comment je vais dire, la répression. C'est la seule manière, en fait. Il faut les deux. Il est important que ceux qui propagent, surtout qui violentent la vie privée, hein, des gens, pas des publications franchement traumatisantes, ils doivent répondre, ils doivent être sanctionnés. À ceci près que, bon, il y a des gens aussi qui aiment se mettre en spectacle. Et je crois qu'on doit aussi réprimer un peu. Non, même ceux qui se mettent en spectacle, il faut les mater, il faut taper avec la dernière rigueur. Il faut sanctionner. Les exhibitionnismes, c'est de ça qu'il s'agit en fait. C'est la violation des mœurs. Et puis j'ai vu un reportage hier d'ailleurs, et désormais, ceux qui posent à côté de belles voitures, le fisc, il vous tape dessus. Enfin, ça n'est pas encore chez nous parce qu'on va fouiller un peu. Pour savoir si toutes ces bagnoles vous appartiennent vraiment ou est-ce que vous avez eu les moyens pour vous offrir tout cela. Peut-être que ceux qui s'exhibent aussi devant 1000 bouteilles de bière par semaine, il va falloir leur demander si leur salaire permet de consommer autant toutes les semaines. Oui, je suis très heureux, Serge, d'entendre la phrase « répression ». Parce qu'on a toujours peur d'entendre parler de répression. Je l'ai dit une fois. Oui, je l'ai dit une fois ici que c'est comme si au Bénin, nous avons envie d'être réprimés avant de nous ranger. C'est comme si la répression est nécessaire pour qu'on puisse savoir que, attention, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. La peur du gendarme. La peur du gendarme est automatique. C'est un peu celui qui a brûlé le feu et le gendarme lui dit, mais vous n'avez pas vu le feu? Il dit, c'est vous que je n'avais pas vu. Oui. Il a vu le feu, oui, mais il n'avait pas, vu le gendarme. Oui. Non, moi, je voudrais... Allez, on va terminer, vous permettez. Attendez, le temps, il est parti. Que Patrick finisse. Oui, alors c'est pour dire il faut nécessairement la répression. Vous savez, il y a une répression, enfin il y a 3 répressions qui sont lancées aujourd'hui. Oui,
et répression par rapport aux ordures, répression par rapport à la visite technique, et la troisième Mais répression... ça fait beaucoup quand même. Bon, ça c'est un autre... Non, ça Ça, ne c'est un autre... non, c'est ça- une autre ça ne chose. fait Ça, pas c'est un beaucoup. autre débat. C'est un Ça ne autre fait débat. même pas beaucoup. Si on en oui, a- c'est non, un non, autre si on en débat. arrive, si on en arrive à réprimer pour les ordures, mais quand même, Bon, ça, c'est- pour les Et que le ordures, procureur On fera le débat s'en demain. mêle. Demain, c'est mardi, on parlera des ordures. Non, demain. c'est juste pour dire qu'il y a des limites qui n'ont pas été respectées. Et quand on franchit la ligne rouge, je ne voudrais pas parler d'une certaine personne, mais quand on franchit la ligne rouge, il faut taper. Et c'est ça qui se passe actuellement. C'est pas la Et même ligne rouge en tout cas. D'accord. Maurice Santin pour Maurice. finir. Non, moi je voudrais dire qu'il faut certes réprimer, mais en même temps il ne faut pas tomber dans l'excès, voilà, dans la restriction. Dans chicoter les Dans- Parce qu'aujourd'hui, voilà, les oui, gens parce estiment- qu'en fait, ça aussi. non, Les non, gens non, estiment on n'est pas qu'ils ne sont obligé. plus libres. Non, on n'est pas obligé. on est parce obligé. que Si la sensibilisation ne marche pas, on est... Parce que, comme le dit Vous parlez de Patrick... quelle Non, sensibilisation? comme le dit Patrick, tout Ça a fait- prouvé ça fait qu'aujourd'hui, au la moins- meilleure chose qui marche... Non. Attendez, avec l'annonce du procureur qu'on va sanctionner ceux qui déversent les ordures dans la rue, Josué. vous verrez si dans les prochains jours, il y aurait encore autant d'ordures sur les Josué, antennes de la ville de quand vous Cotonou. parlez de sensibilisation sur le code du numérique, les populations ne sont pas sensibilisées Ça fait 2 ans justement que vous dites- à vous ce parlez qui... d'éducation numérique ici. Voilà, Et personne je ne sais pas, sait. Voilà, on est 11 millions de bénévoles. Donc moi je dis, il faut effectivement mettre les gens devant les responsabilités. Mais maintenant, il ne faut pas aller trop dans l'excès. Vous parlez tout à l'heure d'Internet, du numérique. C'est aussi fait pour s'amuser. Ce n'est pas fait uniquement pour ce que vous savez, pour ce que vous dites, pour ne pas reprendre les propos d'un certain ministre ici. C'est aussi fait pour s'amuser. Mais je pense que les gens doivent être responsables de ce qu'ils font, de ce qu'ils mettent sur Internet. Si quelqu'un s'exhibe, il faut que... Voilà, c'est de ça. On va attendre de sensibiliser encore mais- quelqu'un qui non, vient mais- s'exhiber. Non, il faut taper du poing sur la table. Josué, S'amuser que de montrer les images de quelqu'un en Il faut s'amuser sans enfreindre la sauver la loi. personne. Il faut s'amuser sans enfreindre la loi, sans porter atteinte à l'humanité, sans déteindre sur le Allez, je suis obligé de le vous droit des interrompre. autres également. Le débat il se poursuit dans les coulisses et également chez vous aussi. On sait qu'un débat sur les réseaux sociaux, ça fait toujours jaser, comme le disent les Québécois, mais ça permet quand même de chauffer un peu les ménages également et de savoir que les réseaux sociaux ne sont pas un no man's land de droit. Allez, merci à vous. Au plaisir de nous retrouver lundi prochain. On marque une courte pause et on vous retrouve dans une poignée de secondes pour la suite de 5 sur 7 matin. Parfois, vos rêves vous paraissent si grands. Et pourtant, en prenant un peu de hauteur, vous pouvez les saisir. Quelles que soient vos ambitions les plus fortes, il suffit parfois d'un peu de hauteur pour se les approprier. Un monde de possibilités s'ouvre lorsque vous prenez de la hauteur. Pour vous donner plus de hauteur, Diamond Bank devient NCA Bank. NCA Bank, le vrai visage de la banque. Ils sont charmants les enfants qui sont venus. Nous avons plein de choses à partager ensemble. Sommes là pour danser, sommes là pour bouger, sommes là pour fêter, et n'a tout. Mon conte roule, traverse plusieurs royaumes et compte sur 4 princesses dont le père ne connaissait pas le nom.
Et nous sommes déjà de retour avec cette question au cœur donc des débats. Comment reconnaissez-vous les fake news sur les réseaux sociaux? Comment reconnaissez-vous les fake news sur les réseaux sociaux? C'est la question qu'on adressait justement aujourd'hui aux téléspectateurs. Maurice Santan, je présume que sur les réseaux sociaux, il y a eu quelques réponses. Oui, il y a eu quelques réponses. Ricardo, nous allons commencer par prendre les avis sur Facebook, Twitter et ensuite terminer avec WhatsApp. J'ai Hervé Nambima qui a écrit sur Facebook, nous dit pour vérifier la crédibilité d'une information, il y a des indices importants à vérifier, notamment la source de l'information, la concordance des informations avec les images et les vidéos jointes, vérifier également la cohérence de certains détails, à savoir les lieux, les dates, les noms des personnalités, etc. Les indices restent exhaustifs, écrit Germain Hervé Nambima qui nous a envoyé ce message depuis Tangueta. Lénon Mathieu nous dit c'est un travail très corsé que l'on ne réussit pas toutes les fois. Les fake news, puisque c'est de ça qu'il s'agit, sont nombreux sur la toile et parfois ce sont des papiers qui sont bien rédigés. Ainsi, pour les reconnaître, j'essaie de m'accrocher à mon poste de radio ou à la télévision pour avoir la vraie version des faits. On reste toujours sur Facebook pour prendre d'autres commentaires et témoignages. Agbojo Lania nous dit de nos jours, il est difficile d'identifier via les réseaux sociaux les fake news, mais tout au moins l'appréciation de la crédibilité d'une information dépend de trois choses essentiellement. La première, la structure ou le média qui partage l'information, la première source de diffusion de l'information, ce qui est difficile, voire impossible pour la plupart des internautes. Enfin, une fausse information n'est pas souvent diffusée par les autres canaux comme la radio et les chaînes de télévision. Free Juste Kotomale nous dit pour reconnaître les fausses informations sur les réseaux sociaux, on va directement voir les commentaires à propos. Si c'est une fausse information, plusieurs commentent que c'est un mensonge et quand c'est vrai, les commentaires le confirment également. Boniface Zongbosi dit il est difficile d'identifier les infos. Je vous le dis, hein, on dit fake news en anglais, mais la langue française a trouvé infos pour dire infos, fake news. Sur les réseaux sociaux, toutefois, certains indices permettent de les identifier, à savoir la crédibilité de la source de l'information, la réalité et le bon sens de cette information. On va du côté de Twitter, Gounou Setondi Ramon dit je vérifie si l'information vient d'un site populaire ou d'un média sérieux. Si ce n'est pas le cas, je n'y taille pas d'importance, mais j'avoue que c'est difficile de trier le bon grain de livret, puisque même les sources les plus fiables nous mettent parfois en bateau, écrit cet internaute. Evra Tossavi, quant à lui, nous dit que généralement, je prends ces informations avec réserve, j'essaie de vérifier à ma manière et surtout, je ne partage aucune information sans source sûre. Nous allons terminer avec un dernier commentaire sur WhatsApp. C'est Ulrich Dagba qui dit l'adhésion à plusieurs forums de discussion constitue pour ma part un outil de vérification des fake news, en ce sens que ces groupes sont des plateformes où se croisent plusieurs compétences. On peut y avoir des journalistes, des personnes vivant dans les pays concernés par ces fake news et qui peuvent démentir des personnes très cultivées et qui chassent la bonne information chaque minute, etc. Constitue donc les éléments pour cet internaute Ulrich Dagba. Il s'appelle pour vérifier les informations. Merci beaucoup, Maurice Tantan. À demain. À demain. Allez, on va retrouver maintenant Patrick Diossou avec qui nous allons évoquer ces 52 secrets. On va éplucher quelques-uns de ces secrets rapidement pour accomplir sa destinée prophétique. C'est bien sûr avec Joël Ayatollah, l'auteur de l'ouvrage. Patrick Diossou, nous allons pouvoir découvrir donc ces 52 secrets pour accomplir sa destinée prophétique. C'est cela, bonjour. Oui, bonjour, bonjour. Exactement 52 secrets pour accomplir sa destinée. Il est auteur de plusieurs ouvrages, des ouvrages sur la prière, sur la lecture des Saintes Écritures, le développement personnel. Il est le président d'une ONG qui lutte pour l'intégration des jeunes dans la vie active. Je ne veux pas citer le nom de l'ONG, mais il est très connu un peu partout. Et lui, on l'appelle Joël Ayatollah. Nous, on l'appelle prophète.
au pasteur, au bishop. Bonjour Joël. Bonjour. Vous allez bien? Je me porte très bien. Alors, 52 secrets. 52, pourquoi 52? Est-ce que ce sont les 52 semaines simplement? 52, d'abord oui, parce que l'année a 52 semaines. Oui. Ça pourra permettre à tout individu qui lit le livre de s'approprier de chaque principe pour une semaine. Et deuxième raison pour laquelle c'est 52, parce que Néhémie a bâti les murailles de Jérusalem en 52 jours. Donc, je peux atteindre un objectif soit en 52 semaines ou en 52 jours. Oui, objectif atteint. Ben, lorsqu'on prend les 52, est-ce qu'il y a un secret qui prône par rapport à un autre, qui tourne sur le piédestal? Est-ce qu'il y a un secret? Vous savez, dans la vie, en réalité, il n'y a jamais de secret. Les secrets sont juste des informations que vous n'avez pas encore découvertes, qui ne sont pas encore à votre portée. Oui. Donc, le chiffre 52 n'a rien de particulier. C'est juste parce que le Seigneur m'a donné exactement 52. Et 52 n'est pas un chiffre mystique qu'il faut s'y accorder. Si vous accordez, vous n'allez rien accomplir dans votre vie. C'est plutôt les principes qui sont développés dans le livre qui pourront vous aider. Oui, alors il y a plusieurs principes. Il y a certains qui ont attiré notre attention. On dit, par exemple, le principe 7, exercer le pouvoir de la parole. Le pouvoir de la parole. Comment exercer ce pouvoir de la parole? Est-ce que ça fait recours simplement parce que c'est dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et puis, ça c'est Genèse, et ça nous fait penser à Jean 1. Oui, au commencement était la parole. Est-ce que c'est cette parole créatrice simplement, ou bien c'est la parole utilisée par le commun des béninois, le commun des mortels? Vous savez, la parole est divine. Et la parole a la capacité de créer votre destinée. Et la parole, c'est ça qui fait la différence entre les animaux et l'homme. Et Dieu a commencé à créer tout l'univers par la parole. Oui. Donc la parole a l'esprit et les vies. Donc nous avons la parole de l'homme, nous avons la parole de Dieu. Donc lorsque quelqu'un veut créer sa destinée, et j'ai dit destinée prophétique, oui, ça veut dire que la destinée que Dieu a donnée à la personne, la destinée que la personne devait accomplir pour rendre gloire à Dieu. Donc pour cela, la personne a besoin d'exercer le pouvoir de la parole qui permet de relâcher les capacités divines et les esprits. Vous savez, la Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque se tait sur sa destinée ne pourra jamais relâcher les esprits. Quand vous parlez, vous relâchez les esprits, vous créez une atmosphère, vous implantez une certaine donnée dans le monde physique. Quand vous parlez, celui qui vous écoute connaît vos pensées. Quand je parle, que la personne qui est à côté connaît mes pensées. Quand je parle, je donne une information à l'univers. L'univers, je parle à l'univers. Quand Dieu est venu, il a dit que la lumière soit. Il a parlé à l'univers et l'univers a répondu. Donc quand je parle, je commande à l'univers. Donc je peux être ici et parler, celui qui est au Japon m'écoute et vient à mon secours. Oui. Donc la parole est au début. Et à la fin... À la fin aussi, la parole? La parole, au commencement, vous savez, la parole au début, à la fin, est dans le processus de créer votre vie. Il dit, par la parole, nous appelons les choses qui n'existent pas à l'existence. Oui. Et en allant à la fin, la page 169. 169, j'y suis d'ailleurs. L'éternité. Nous venons de l'éternité et nous devons repartir à l'éternité. C'est le cycle de l'homme, c'est le plan que Dieu a établi pour l'humanité. Cette vie est la vie même de Dieu. La vie éternelle est un don de Dieu. C'est sur cette terre que vous possédez cette vie éternelle. Nous sommes esprits et l'esprit ne meurt point, mais tout esprit ne vivra pas éternellement avec Dieu. Mais vous pouvez décider en ce jour de posséder cette vie éternelle pour toujours. Oui. La question, c'est, y a-t-il une condition? Voilà. Bon. Y a-t-il une condition pour pouvoir posséder cette vie éternelle pour toujours? Il y a la condition, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme son Sauveur et son Seigneur. C'est la condition qui vous permet d'avoir la vie éternelle. C'est le seul qui a dit, je suis la vie, le chemin, la vie et la vérité. Donc lorsque vous le recevez, il vous ouvre la porte de l'éternité. Et vous commencez par marcher dans l'éternité à partir de la terre. Donc il est la clé. Il est la clé.
Oui, mais 52 cellules, ça fait quand même 52 clés. Oui, vous savez, vous avez besoin de trousseaux de clés pour vivre dans votre maison. Oui. La clé du salon, la clé de votre chambre à coucher, la clé de votre toilette. C'est de la même manière dans la vie est composée de plusieurs dimensions. La santé, le succès, le mariage, les relations, les finances. Donc, chaque domaine est régi par des principes bien adéquats qu'il faut connaître. Donc, vous ne pouvez pas prendre les clés de la santé et réussir, par exemple, dans le mariage. D'accord. Oui. On pourra pas finir de parler de l'ouvrage et on est... De toute façon, c'est très beau. Hein? Oui. Ça parle de ayez une vision, c'est déjà le number one. Ayez la vision, il faut d'abord avoir une vision. Ouais. En fait, si vous me donnez une minute, ce livre vient pour aider ceux qui veulent réussir, mais ne connaissent pas le processus du succès. Vous voyez, je veux devenir tel. Le devenir, c'est une destination, c'est la fin. Ouais, mais le processus, beaucoup de gens ne savent pas. Comment organiser sa vie chaque jour, comment se discipliner chaque jour personnel. Et les gens tournent en rond et n'arrivent pas à réussir. Donc ce livre est bien pour tout quiconque qui veut réussir. Comment planifier sa journée, comment planifier ses jours pour atteindre. Donc ça parle beaucoup plus du processus. Et c'est très important d'avoir ce livre. Merci, prophète Joël. La couverture, vous voyez, est de l'or. 52. Ça veut dire la gloire. Ça veut dire que votre vie qui peut quitter de l'obscurité, de rien, et venir à la gloire. Absolument. Espérons cela pour tout le monde. Merci, Patrick. Jossou, bonne journée. Prophète Joël Ayatollah, bonne journée. Merci, c'est moi qui vous remercie. On va faire du sport maintenant. Et c'est avec Hugo le boss. Bonjour Hugo. Bonjour Serge, bonjour Ricardo, bonjour à tous, bonjour à toutes. Ça va? Je sais que hier vous avez bien suivi cette belle cérémonie du centenaire de la guerre, de la Première Guerre mondiale, c'est bien ça. Et puis vous avez été séduit, vous me l'avez soufflé à l'oreille. Vous avez été séduit par ce qu'elle a fait, le talent immense, le talent indescriptible d'Angélique Kidjo qui a repris le morceau de Bella Bello, le bléou, comme le disent les Togolais. Donc, juste on va faire une petite parenthèse quand même pour reprendre les mots. Donc on dit bléou imiadakpina. En fait, AP, c'est différent de Akpi en fait. Tu vois, bléou, yemianda P, c'est le EV en fait. Tu vois, nous on dit, nous on croit que c'est doucement qu'on va dire merci, alors que c'est pas ça. AP, c'est-à-dire que c'est doucement, c'est progressivement que nous allons quitter ce monde en fait. On va dans l'au-delà. Donc on doit bien se comporter dans la vie, dans le calme, dans la tranquillité, avant de repartir. Et après, il y a une partie du texte qui dit dodo pome yananazon leo. Enfin, c'est tranquillement en fait, d'accord, que la panthère qui marche à part de sénateur ne prend pas de risque avec sa queue pour franchir le feu, d'accord. Et on dit, on est dans les mains de Dieu, c'est lui qui nous connaît. Soyons en éveil, prions, quelle que soit la durée de notre vie, de votre vie, car même si vous faites 100 ans sur Terre, vous allez repartir un jour. Donc c'est très bon message. C'est le EV en fait, c'est différent du Minant. Elle vient d'Atapamé, mais elle a chanté en EV. Voilà. C'était très important de revenir là-dessus, hein, ça fait partie de la vie. Allez, on revient maintenant à notre sport. On a au moins à parler de cette conférence de presse de Michel Dussuyer. On a moins de 5 minutes, donc on va diffuser un sujet pour permettre à Uva derrière de faire sa revue de presse. On va revenir sur la conférence de presse de Michel Dussuyer et puis la préparation des écureuils durant toute cette semaine. On suit ensemble la conférence de presse de Michel Dussuyer. Fidèle à ses habitudes, Michel Dussuyer répond aux questions de la presse nationale et internationale. Le sélectionneur des écureuils évoque le match face à la Gambie. Concernant la Gambie, oui, j'ai une idée. C'est une équipe que j'ai jamais affrontée. C'est une des rares équipes que j'ai jamais affrontée. Donc pour moi, c'est aussi une découverte. Et ce qui m'a frappé, c'est la qualité de l'effectif de la Gambie.
Donc on s'attend à un match qui sera difficile. Il faudra faire preuve du même état d'esprit que l'on a affiché tous ces derniers temps pour aller chercher un résultat là-bas. Pour cette rencontre, comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019, 22 joueurs sont convoqués. Parmi eux, Djiman Koukou. Il signe son retour en sélection. Djiman, il a retrouvé un club. Donc aujourd'hui, il est dans des conditions d'entraînement déjà, où il a pu travailler durant les dernières semaines. Et il a eu l'occasion aussi de faire un match et demi en compétition. Donc ça veut dire qu'il a repris quelques sensations, même s'il ne sera peut-être pas encore à son meilleur niveau. L'autre surprise de la liste, c'est Sebior Soukou. Le sélectionneur justifie sa convocation. C'est un joueur qui est un milieu offensif, attaquant. Il est capable d'évoluer sur différents registres. En tout cas, dans son club, il joue en 9,5 derrière l'attaquant, positionné derrière l'attaquant. C'est un joueur qui a des qualités techniques et qui est également assez adroit à la finition. Donc il peut amener aussi son concours à l'équipe. Le cas de Rudy Justed n'a pas été occulté. Je voudrais vous confirmer ici que Rudy m'a téléphoné en me disant qu'il était prêt à revenir en sélection. Voilà, maintenant il faut trouver le bon timing aussi pour que ce retour se fasse. Mais il a confirmé effectivement qu'il était prêt à revenir. Sanctionné pour 2 matchs par la commission de discipline de la Confédération africaine de football, le capitaine des Écureuils, Stéphane Sesseyon, ne sera donc pas du rendez-vous. Son absence est évoquée. Oui, c'est vrai que j'ai dit que Stéphane était très important dans l'équipe. Non seulement parce que c'est un leader technique et qu'on n'a pas d'équivalent sur le plan technique en termes de qualité de joueur, mais c'est également aussi un leader de vestiaire. Donc c'est vrai que son absence fera défaut. Gambie-Bénin, c'est le samedi 17 novembre. Une victoire des Écureuils va leur permettre de franchir un pas dans la marche pour la qualification pour la CAN Cameroun 2019. Eh oui. Et à présent, le programme d'entraînement des Écureuils du 12 au 18 novembre 2018. Lundi 12 novembre, rassemblement, rendez-vous à 12h, 17h, entraînement, lieu stade de l'amitié, donc aujourd'hui, ouvert au public. Mardi 13 novembre, 16h, entraînement, lieu stade de l'amitié, Mathieu Kérékou, ouvert également au public. Mercredi 14 novembre, 16h, entraînement, lieu stade de l'amitié, Mathieu Kérékou, huis clos. Ça, c'est très important. Donc, ce n'est pas ouvert au public. Jeudi 15 novembre, 9h, entraînement, huis clos également. Départ pour Bonjour le jeudi, vendredi 16h30, entraînement au stade de l'Indépendance. Et puis, le samedi 17 novembre, 16h30, Gambie, Bénin. Bonne chance aux Écureuils. Merci beaucoup. Allez, à demain. On a quelques petites minutes pour la revue de presse. Ulvaeus Balogun, bonjour. Bonjour Ricardo. Et vous nous dites que les journaux nous font le point donc aujourd'hui de la visite du chef de l'État en Norvège. Tout à fait. Le quotidien de service public La Nation revient en manchette sur la visite officielle du président Talon en Norvège et titre « Gains et honneurs pour le Bénin ». Le journal explique que cette visite consacrée au travail a pris les allures d'une visite d'État. Le chef de l'État a échangé avec les industriels des secteurs du pétrole et de l'énergie, des pays comme la Suède, la Finlande, les Pays-Bas et a livré aux investisseurs un discours qui fait date par la profondeur des thèmes abordés. Mieux, poursuit La Nation, cette visite a permis la signature d'un mémorandum d'accord qui ouvre désormais le marché norvégien aux produits béninois et permet au Bénin d'accéder au programme que la Norvège met à disposition des pays amis. Une première pour le Bénin qui engrange ainsi les gains d'une diplomatie active axée sur les résultats. Et puis très rapidement, les journaux évoquent également les remarques et suggestions de l'ANCB à propos de la loi de finances 2019. Tout à fait. À propos du budget de gestion 2019, nouvelle expression écrite, l'Association nationale des communes du Bénin présente son plaidoyer aux députés. On apprend dans le journal que le gouvernement a prévu l'harmonisation des frais d'affirmation des conventions de vente des biens immobiliers bâtis ou non à 1% du prix d'acquisition de la parcelle. L'ANCB plaide pour que ce taux de 1% soit revu à
à 2%, ce qui permettra aux communes d'augmenter leurs recettes afin de faire face à leurs charges de fonctionnement. Nord-Sud Quotidien relève également les observations de l'ANCB aux députés et précise que l'ANCB propose à l'État de réintroduire les taxes liées aux pylônes des réseaux GSM qui pullulent partout dans les communes et qui ont été retirés aux mairies depuis la loi des finances de 2019. Merci. À vous, Ulvaeus Balogun. À demain. Allez, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. À demain.